Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Alors nous voici dans le second épisode de notre podcast format spécial été et cette semaine nous allons parler de la vie nomade en famille. Donc nous avons interviewé de nombreux parents qui ont choisi un mode de vie plus libre et on voulait faire un petit condensé, un petit best-of de tout ce qui a été dit, de toutes ces familles qui ont choisi ce mode de vie. Alors c'est vrai qu'une vie nomade en famille, c'est vrai que ça fait rêver. On passe plus de temps avec ses enfants, on voyage à longueur d'année. Alors sur le papier, c'est très beau, mais en réalité, qu'en est-il? Comment ça se passe? Donc nous avons regroupé toutes les questions principales qu'on se pose sur ce mode de vie, notamment l'instruction en famille, le choix ou la réorientation professionnelle, une vie plus frugale ou encore comment trouver l'équilibre entre vie perso et vie de famille. Donc nous avons repris le meilleur de leurs conseils et de leurs expériences pour vous donner un aperçu de ce mode de vie. Donc dans cet épisode, vous retrouvez des extraits des podcasts qui ont été réalisés avec Elodie de Frosty Van Life, Céline de Nomad Family Bicycle, Pauline des Trois Oursons en voyage, Valérie de Ma Tribu Vadrouille, Cyrielle de l'Envolée Spirituelle, Jenny de Family Life on Wheels, Cécile de Team Ballet. Vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode les épisodes originaux et complets avec les liens qu'on aura mis à l'intérieur. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute. Alors commençons par le commencement. Comment devient-on nomade? À quel moment choisit-on ce mode de vie en famille? Quels sont les déclics pour tout plaquer et vivre sur les routes? Voici les expériences de Valérie et d'Elodie qui nous expliquent leurs déclics et ce qui ont fait qu'elles ont changé de vie du jour au lendemain, ou pas, ou combien de temps ça leur a pris. Voici leur retour d'expérience. Enfin, à l'époque, pourquoi vous aviez choisi ce mode de vie? C'était quoi le déclic qui fait que bon, on arrête tout, on claque tout, on s'en va? Alors déjà, moi j'ai eu un petit souci de santé qui m'a tenue à la maison pendant 1 an, ce qui fait que j'ai stoppé le travail et stoppé la routine, hein, finalement. C'est quand on stoppe la routine qu'on se remet un peu en question. On aimait déjà beaucoup voyager, même si on voyageait pas énormément, on faisait pas mal d'échanges de maisons à l'époque. Et donc un jour au Danemark, on est parti 3 semaines et on n'avait pas envie de rentrer. Voilà, mon ex-mari, du coup, venait de perdre son emploi. Moi, pardon. Euh, je m'étais reconvertie en tant que rédactrice web, donc pour travailler sur Internet. Ça a bien marché tout de suite, donc on s'est dit c'est le bon moment. Voilà, c'était maintenant ou jamais. Donc on a vendu la maison et puis on est parti. On avait trouvé aussi sur Internet des familles qui vivaient de cette façon. Donc, le fait de les voir, de discuter avec eux, nous a confortés dans notre choix, voilà, de liberté, de vadrouille. Donc, en fait, on a pris la décision mois de juillet. On a mis la maison en vente en octobre-novembre et la vente s'est faite assez rapidement. Voilà, après, on ne savait pas combien de temps, mais ça a mis, on a mis 3 mois, 3-4 mois. Et on est parti début juin 2017. Voilà. Donc, on a mis du moment de la décision jusqu'au départ à peine 1 an. Ouais, donc c'est quand même super rapide, quoi, ce chamboulement. Ouais. Mais je crois qu'on était tellement pressés, puis on se renseignait aussi pour pas mal de choses, hein. Mais finalement, après, on a été tellement dans les préparatifs qu'on s'empêchait un petit peu de réfléchir, parce qu'il y a toujours un peu la peur de sortir de sa zone de confort. Mais et finalement, je crois que on a un peu stressé peut-être quelques jours avant vraiment de quitter la maison et de partir. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'aura plus de logement, plus de travail, plus de voiture. Alors moi, c'est Elodie. Pendant 5 ans, on a bossé comme des fous. On avait beau on était devenus entrepreneurs pour la liberté de faire les horaires qu'on voulait, travailler comme on voulait avec les enfants et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à maintenir. Mais
c'est inévitable en tant qu'entrepreneur de se faire ensevelir dans ce truc de il faut travailler plus, toujours plus, toujours plus. Puis l'année dernière, avec Covid, on a eu un grand chamboulement dans notre vie, comme beaucoup, parce qu'après 5 ans d'entrepreneuriat à travailler comme des fous, Covid nous a arrêtés du jour au lendemain dans notre élan. On n'avait pas le choix, de toute façon. Les 2 entreprises étaient à zéro pendant plusieurs semaines. Donc, on a décidé de profiter de notre confinement à la maison avec les enfants. Et on a adoré. On a vraiment, on a adoré ça. Et on s'est posé la question au bout de quelques semaines de dire, en fait, c'était ça notre vie à la base. On devenait entrepreneur, c'était comme ça pour passer plus de temps avec les enfants, mais on a perdu ça. Le plan d'après-confinement a commencé par, il y a 1 an, ça va faire 1 an dimanche, pour la fête des mères l'année dernière, on a acheté une caravane. À la base, on a acheté cette caravane pour la rénover, juste pour les week-ends et les vacances. Donc ça c'est comme ça que le projet a commencé sur le côté. Après, on s'est posé la question de ce qu'on veut. J'ai dit à Guillaume, après le confinement, donc on avait une maison de 300 mètres carrés avec 5 chambres. Et au bout de 10 semaines de confinement, j'ai dit, Guillaume, cette maison, c'est ridicule. On est parti dans cette idée, on veut quitter cette maison et on veut une maison plus petite. Et on était sur le point d'acheter une maison en octobre et notre déménagement était prévu pour le 11 novembre. Et en fait, 2 ou 3 semaines avant notre déménagement, donc on partait dans cette nouvelle vie d'une petite maison de 80 mètres carrés, complètement écologique, panneaux solaires, récupération d'eau de pluie et tout ça. Et en fait, la vente a été annulée. Et donc, on s'est retrouvés en disant, oh mince. Donc, on a tout organisé pour déménager le 11 novembre, mais cette maison, du coup, on va pas pouvoir aller dans cette maison, mais le déménagement est quand même prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on a commencé à dire, c'est pas grave, on a cette caravane, on s'organise en fonction et on part avec la caravane pendant quelques semaines. Ça va nous permettre de voyager, de prendre des vacances et on peut, du coup, vadrouiller autour de la région dans laquelle on cherchait un terrain à acheter pour acheter le terrain de nos rêves. Et puis en fait, je crois que quand on est parti en 3 semaines de temps, le temps qu'on organise le déménagement, puis qu'on commence à tout vendre, à tout donner, parce que du coup, fallait vider énormément de ce qu'il y avait dans cette maison. On a mis des meubles et des affaires personnelles en garde-meubles. Et je crois que l'idée est arrivée dans notre tête progressivement en disant pourquoi on part que 2 ou 3 semaines en caravane? Pourquoi est-ce qu'on cherche encore à rentrer dans ce système d'acheter un terrain, de se mettre un crédit pendant 20, 25 ou 30 ans sur le dos? Pourquoi? Et là, on s'est dit, OK, on sait plus ce qu'on veut. On a besoin de reset, on a besoin de réfléchir à tout ça. Si on veut un retour à la basique, si on veut une vie simple, pourquoi on se contente pas de ces 10 mètres carrés de caravane et qu'on part sur les routes de l'Australie? De toute façon, les frontières internationales sont fermées, on peut pas voyager. Voilà, pourquoi on part pas en famille et puis on part voyager. Donc c'est comme ça que l'idée a mis 2 ou 3 semaines à se faire dans notre tête et que le 11 novembre, une fois qu'on avait fermé la maison et qu'on avait fermé le garde-meuble, on a dit go. Alors c'est très intéressant de voir le retour d'expérience de chaque famille parce qu'on se rend compte que il y a autant de cas de départ, de déclic qu'il y a de familles voyageuses. Donc c'est très très enrichissant de savoir comment ils ont tout plaqué et changé de vie et que finalement ça s'est pas toujours fait du jour au lendemain comme on peut nous laisser croire ou laisser penser sur les réseaux ou sur le net. Alors maintenant la grosse question c'est que font-ils dans la vie pour pouvoir travailler sur les routes parce qu'effectivement si on est menuisier, charpentier, boucher, c'est pas forcément facile de se reconvertir dans un métier qui est nomade. Alors que font-ils? Quel métier ou quelle réorientation ils ont choisi? Sachant qu'Élodie, qu'on vient d'entendre, on continue leur entreprise à distance. Mais qu'en est-il des autres parents voyageurs? Voici la réponse de Cyrielle, Pauline et de Cécile. Qu'est-ce que vous faites comme boulot en fait? Comment vous avez professionnellement organisé votre vie de manière à être nomade à votre compte? Alors David, il avait déjà un métier qui permet d'être à son compte et de faire ça d'où il voulait, puisqu'il est développeur web. Donc voilà, il suffit d'avoir une bonne connexion, un ordi et c'est tout en fait. Moi, j'ai un parcours plus varié, on va dire, où j'ai fait à la fois de l'animation, du tourisme, enfin plein de choses variées sans jamais trop m'épanouir, on va dire.
Finalement, j'ai fini par monter une boîte de rédaction, donc de rédaction web notamment. À la base, on s'était dit, bah allez, on part pour 1 an. Et on avait mis les sous de côté pour repartir 1 an. Mon conjoint avait mis un stop son activité. Il a son compte dans l'informatique, développeur. Et du coup, il s'est dit, bah c'est bon, je fais un stop. Et voilà. Et on voyage sans travailler. Et ce qui s'est passé, rapidement, on s'est dit que cette vie de nomade, je pense que on est parti en juillet, en fin septembre, début octobre, on s'est dit, non, on va prolonger en fait. Et c'est là, très rapidement, on s'est dit non, mais en fait, ça sera pour plusieurs années. On a revu notre organisation, c'est-à-dire que mon conjoint, du coup, a repris son travail, comme il peut le faire à distance, quelques heures par semaine. Et du coup, on a réorganisé ça pour, du coup, se dire, bon, on prolonge, en fait. On travaille sur la route et tout, donc genre, on se pose entre 1 mois et demi et 3 mois. On bosse. Alors, soit c'est tous les deux à tour de rôle, soit c'est un qui bosse, après c'est l'autre. Voilà, parce qu'il faut bien un qui s'occupe de Louis à chaque fois aussi. Et puis voilà, et puis on reprend la route pour quelques mois. Bah, du coup, moi, je suis toujours freelance dans le marketing digital. Et puis, bah, ma foi, je continue dans cette voie-là pour l'instant. Ça fonctionne, pas de souci. Donc, moi, ça me permet de travailler à distance. Mes clients me suivent, voilà. Et Howard, bah, du coup, il en a profité, lui, pour faire l'école office. Ça m'a laissé du temps pour travailler, c'était bien. Et à réfléchir à sa reconversion. Et du coup, là, il est aujourd'hui praticien en aromathérapie. Donc, il s'est passionné pour l'aromathérapie, vraiment. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas, en fait, j'ai l'occasion de prendre le temps de me former. Donc, voilà, il a suivi ses formations et aujourd'hui, il peut accompagner, du coup, les personnes en aromathérapie, les personnes et les animaux en aromathérapie. Travailler sur la route ou faire des pauses pour travailler, pour repartir sur les routes, les possibilités sont nombreuses et chacun y trouve sa propre organisation. Parlons maintenant d'un sujet qui intrigue beaucoup de parents, c'est l'école à la maison. Comment on fait l'instruction en famille quand on est en voyage? Effectivement, nous avons été nombreux à être confrontés à l'école à la maison durant le confinement. Mais qu'en est-il en voyage? Est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce qu'il faut avoir une routine? Est-ce qu'on suit un programme scolaire? Voici les témoignages de Cyrielle, Cécile et de Céline. Non, nous, on est en plus en plus en unschooling, c'est-à-dire qu'on apprend avec ce que les enfants vivent tous les jours. Donc du coup, non, on a quelques. Alors je suis partie vraiment. Je vois en fait en face de moi je pense que j'ai avec les 2 enfants, j'ai 10 cahiers en fait. Et parce que j'ai pris les 2 niveaux de maths pour Simon et Amy. Alors Simon c'est-à-dire que Simon ne supporte pas. Il est en informel total. Simon, il n'aime pas trop les cahiers, donc je vais faire quelques exercices de maths et tout ça à l'écrit pour poser des choses de temps en temps. Amy, qui a 4 ans, est devant beaucoup plus de cahiers, donc j'en ai un peu plus pour elle. Voilà, mais sinon, on est dans la vie de tous les jours. C'est vraiment. Et c'est ce qu'on faisait en France aussi. Et bah là, puis là, ça c'est en fait. Ça c'est comment. Cette façon de voir l'instruction grandit encore plus en moi, dans le cœur aussi de mon conjoint, de se dire on apprend avec ce qu'on voit tous les jours. Et en plus, maintenant, que Luna est arrivée dans notre famille, j'ai peu de temps pour organiser et être assis à une table avec eux posément à faire des maths ou du français. Donc c'est plutôt lors de visites et c'est plutôt nous qui nous adaptons à ce qu'on visite et ah bah tiens, on visite ça. Là, ils sont en train de visiter actuellement un musée de l'aéronautique à Malaga. Il y a 2-3 jours, on était au centre Pompidou de Malaga. Et ben c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ah bah là, on vient de voir un Miro et un Picasso. Bah tiens, qui est Miro, qui est Picasso, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit. C'est plutôt là-dedans, en fait. C'est plutôt en visitant que moi, je fais notre programme. On a une vraie routine du matin qui consiste à se lever, les enfants déjeunent de leur côté. Nous, avec Guillaume, on fait une séance de sport. Ensuite, nous, on déjeune pendant que les enfants se préparent, s'habillent, se lavent les dents, font leur toilette et tout ça. Et puis après, pendant qu'on range la caravane, les enfants font l'école. On a essayé de faire l'école vraiment de temps en temps quand on en avait envie.
Sauf que bah, je leur tombais un petit peu dessus en disant ok bah maintenant on n'a pas fait d'école depuis 2 semaines donc go, vous me faites de l'école maintenant pendant 2 heures parce qu'il faut faire tout ça et ça marchait pas au final et je les brusquais alors que c'est évidemment ce que j'avais pas envie du tout. Donc du coup on a trouvé ce rythme où ils font de l'école tous les matins, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 pages, 4 pages, 6 pages, ça dépend de ce qu'ils veulent faire, c'est eux qui choisissent la matière. Ils ont chacun un cahier très très complet avec tout le programme d'anglais et tout le programme de maths. Et puis voilà, et une fois qu'ils ont fini l'école, la journée commence où là on peut partir soit sur la route pour rouler et changer d'endroit, ou là on est dans une ville depuis 3 jours qu'on aime beaucoup au milieu du désert. Et du coup, bah, chaque jour, aux alentours de 10 heures, bah, on s'en va en découverte, on s'en va en visite, on s'en va en balade pour la journée. Donc nos filles, elles plongent vraiment, elles font l'école de la vie, elles apprennent des langues, elles apprennent les langues avec les gens, elles découvrent la géographie le long du chemin, elles apprennent l'histoire avec l'histoire des pays ou l'histoire des civilisations. Donc elles sont vraiment plongées dans... et finalement, elles apprennent à chaque instant. Et c'est ça qu'on a envie de faire. Nous, on fait plutôt, on est dans l'apprentissage libre. Donc vraiment cette idée, un peu l'école à l'attente, cette idée finalement qu'on apprend à chaque instant. Et ce qui est génial, c'est que nous, on n'est pas les professeurs, mais on est vraiment là pour être à leur écoute et souvent on découvre en même temps. Parce que bah, par exemple, il y a des antilopes dans les prairies au Canada. Nous, on n'avait aucune idée qu'il y avait des antilopes dans les prairies au Canada. Et du coup, on a découvert ça ensemble parce qu'on en a vu. Et puis après, bah, ça a été l'occasion d'aller chercher plus en profondeur qu'est-ce qu'elles font, comment elles mangent, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport aux antilopes. Donc c'est comme ça qu'elles font vraiment l'école sur les routes du monde. Alors je suis totalement admirative de ces mamans et de ces parents qui font l'école à la maison, à la tente, dans le camping-car. Enfin, je suis complètement admirative pour leur travail. Alors maintenant, on sait bien que la vie nomade, c'est une vie H24 en famille avec les enfants. Mais comment arrivent-ils à gérer un quotidien? Est-ce qu'ils ont un planning? Et surtout, comment ils arrivent à avoir du temps pour eux, du temps solo, du temps en couple et du temps en famille entre les visites et l'école? Voici quelques retours d'expérience de Valérie et de Pauline. Comment tu fais pour gérer tout ça? Bon, déjà en tant que maman solo, c'est pas simple, mais alors gérer l'entrepreneuriat et l'instruction en famille, comment tu fais pour gérer tout ça? Au début, c'était pas facile, hein. Je pense qu'il faut s'adapter et puis prendre confiance et surtout lâcher prise. Surtout pour les parents. Pour nous, les parents, c'est peut-être plus difficile que pour les enfants. Ce que je fais, c'est que je me lève très tôt, toute la semaine, pour travailler. Je travaille pendant qu'ils dorment. Après, j'ai la chance quand même d'avoir 2 ados, dont une, celle de 17 ans, est quand même très autonome et bon, elle m'aide. Faut quand même demander, hein, c'est des ados. Mais voilà, j'ai quand même pas 3 petits en bas âge, parce que sinon ce serait beaucoup plus compliqué. Mais voilà, je travaille très tôt le matin. Après, on enchaîne avec l'instruction en famille. Alors là aussi, je me suis beaucoup relâchée. C'est-à-dire que la première année où nous sommes partis, c'était cours par correspondance. Je leur faisais des fiches en plus. C'était très formel. Du coup, il y avait beaucoup de clash, surtout avec les ados et moi. Voilà, je leur en demandais peut-être trop. Et voilà, il faut se dire qu'on n'est pas des enseignants. On est là pour les aider, pour les guider, mais voilà, il faut quand même garder notre rôle de parent. Et aujourd'hui, là, pour notre 3e année, c'est beaucoup plus relâche, on va dire. Je fais 1 heure de formel avec ma cadette, une demi-heure pour le petit qui est niveau moyenne section. Et après, toute la journée, c'est du unschooling, comme on dit, c'est-à-dire je les laisse apprendre par eux-mêmes, découvrir. Au début, ça me faisait peur, mais je me rends compte maintenant avec l'expérience que finalement, quand il faut des activités, que ce soit des jeux éducatifs, on fait beaucoup de jeux éducatifs que je fabrique ou que j'achète, des expériences chics, de l'art plastique. Ils posent beaucoup de questions, on discute beaucoup, on regarde, il y a énormément de vidéos intéressantes aussi sur Internet. Et finalement, ça les intéresse. Et quand ça les intéresse, ça rentre dans la tête et ils retiennent beaucoup mieux. Donc voilà, je fais beaucoup d'informels maintenant. Donc c'est plus facile à gérer aussi. Pour moi, il y a moins de clash, il y a moins de guéguerre entre nous. Donc l'ambiance est beaucoup plus zen. Voilà. Donc j'arrive quand même à gérer. Comment arrives-tu à prendre du temps pour toi?
Ouf, très difficile. J'en ai pas beaucoup du temps pour moi. Le soir, quand ils sont couchés, c'est sûr que je pourrais travailler à ce moment-là, reprendre le travail. Mais non, là, je prends du temps pour moi pour lire. Mais comme je suis très fatiguée, comme je me lève très tôt, je me couche assez tôt aussi. Du moins, j'essaye. Donc, j'ai pas énormément de temps pour moi, mais je me dis que ce n'est qu'un passage. Voilà, voilà, ça va peut-être durer quelques années, et puis ensuite, j'aurai tout le temps pour moi quand ils seront partis de la maison. Comment vous gérez ça en fait, le travail et les visites et la petite? C'est quoi est-ce que vous avez un planning type ou est-ce que vraiment vous vivez au jour le jour? Euh, Planning type, pas vraiment. Maintenant, en ce moment, c'est David qui travaille. Donc, en ce moment, il part tous les jours en fin de matinée dans un café pour avoir le Wi-Fi, se brancher facilement. Il revient vers 18h30, 19h, ça dépend des jours. Donc, pendant ce temps-là, en général, je suis avec Salomé et le chien. Donc, ça complique pour les visites aussi. Donc, voilà, on fait des activités, soit un peu d'école, soit beaucoup d'activités en extérieur. Voilà, on passe du temps aussi aux aires de jeu parce que ça, c'est un truc qu'on oublie. Mais quand on est nomade, si on veut que les enfants se fassent des copains, enfin nous, elle est fille unique, donc on passe du temps dans les aires de jeu. Alors c'est pas toujours notre passion à nous en tant que parents, mais c'est aussi pas désagréable. Ça permet aussi de rencontrer des gens. Là, on est à Lanzarote, on a rencontré des familles à Lanzarote parce qu'on traîne au jeu et voilà, et c'est bien comme ça aussi. Les journées types, c'est des grosses journées quand même. Je me lève assez tôt, 5h30, 6h, pour être tranquille déjà dans la maison quand tout le monde dort, planifier un peu ma journée, voilà, savoir où je vais. Après, globalement, la journée, le matin est consacré uniquement à l'école des filles. Donc de 9h à midi, c'est l'école. Ensuite, il y a le repas le midi et l'après-midi. Donc c'est pour mon travail à moi en tant que freelance et pour le blog. Et voilà, et les projets que j'ai à côté. Toutes ces familles ont une organisation différente. Par contre, il y a bien une chose qu'elles ont toutes en commun, je dis bien toutes sans exception, c'est bien le minimalisme. La vie nomade oblige, quel que soit le mode de transport, à vivre une vie plus sobre, plus minimaliste, parce qu'on ne peut pas s'encombrer avec le superflu. Alors, vivre une vie plus minimaliste permet notamment de consacrer plus de budget pour les sorties, pour les hébergements et tous les frais liés au voyage. Et c'est Pauline qui nous explique comment elle fonctionne au niveau du budget et combien il dépense environ chaque mois. Une famille qui veut partir, tu lui conseilles d'avoir combien sur son compte en banque? Est-ce que vaut mieux avoir nous, on n'avait pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai jamais rien sur mon compte en banque personnellement, donc et on n'avait vraiment pas grand-chose la première fois qu'on est parti en Espagne. On était même serré. Et puis en plus, on s'est retrouvé avec 4 pannes en cours de route, donc à chaque fois du garage à payer. Je sais pas, je crois qu'on peut vivre sobrement. Enfin, nous, on est 3, donc c'est pas une grosse famille, mais avec largement moins de 1 000 euros, tu peux vivre par mois sobrement quand tes dépenses sont juste alimentaires et de faire de l'essence et que tes déplacements sont réduits en fait. Enfin, après, je sais pas du tout combien ça coûte quand on voyage en vélo, mais je suppose qu'il y a des hébergements en plus, donc du coup ça. Mais il y a des modes de voyage qui font qu'on est sur, les gens sinon qui échangent des maisons, ou qui mettent en location leur maison, ou. Ce qui nous rend heureux aujourd'hui, ces dernières années, c'est s'éloigner du matérialisme, c'est s'éloigner de la surconsommation, c'est revenir à des choses complètement basiques, connaître notre planète, connaître notre terre, savoir ce qui nous entoure, et puis être capable de profiter d'un point de vue minimaliste. Le retour à l'essentiel est quelque chose qui est revenu très très fréquemment dans les podcasts, mais il y a aussi un sujet qu'on aborde quasiment à chaque fois, ce sont les peurs. Ah oui, parce que tout claquer du jour au lendemain, en plus avec ses enfants vers quelque chose de complètement inconnu, forcément ça relève des craintes. Quelles sont ces craintes et comment nos voyageurs ont-ils réussi à les surmonter? Ce qui est difficile, c'est de larguer les amarres, en fait, d'être au bout du plongeoir et de se dire je saute, mais il n'y a pas de corde, quoi.
de se dire bon bah j'ai plus de maison, j'ai plus de boulot, et aussi je coupe avec la façon de vivre dans le cadre, enfin avec les attentes de la société, avec et cette partie-là, elle est presque plus dure à faire. C'est celle qui nous retient le plus en fait que l'argent ou les autres excuses. C'est la normalité, c'est d'être dans les cases, d'être comme on attend qu'on soit. Et ça, il y a une pression qui est forte, je trouve, dans la société, de tout le monde, hein, qui vient de tout le monde, des amis, de la famille, des employeurs, de plein de choses où on te dit, mais non, tu peux pas partir comme ça, c'est inconscient. Mais peut-être qu'aussi, il faut pouvoir profiter de sa vie et en disposer comme on a envie. Mais je trouve que larguer les amarres avec les attentes sociales, c'est quelque chose de difficile. Enfin, les larguer et sans les larguer, c'est ça. Larguer les amarres sans non plus être hors cadre, complètement marginal. On peut vivre différemment sans être marginal. J'aime bien l'image de l'océan. Alors, on peut imaginer un océan, et puis là, on voit vraiment la tempête qui est sur l'océan, avec des vagues gigantesques, ça brasse dans tous les sens. Voilà. Quand on est dans cet état-là, on sent bien qu'on est vraiment dans les peurs. Maintenant, quand on prend une décision puis qu'on sent qu'elle est juste pour nous, c'est comme si on était au fond de l'océan. C'est-à-dire qu'au fond de l'océan, il y a une espèce de calme qu'on peut ressentir. Une espèce de la profondeur des océans, ce calme paisible. Ça ne veut pas dire qu'au-dessus, il n'y a pas des vaguelettes de peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des courants marins puis qu'il n'y a pas des choses au-dessus de la surface là. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une espèce de puissance, il y a une espèce de sérénité comme ça, qui dit c'est ok, c'est juste. Et nous, quand on sent ça, eh ben, ça veut dire que c'est ok pour nous d'y aller. Alors, je comprends que c'est pas facile à sentir cette différence-là, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce qui vibre en nous. Ok, j'ai le projet de monter une nouvelle boîte, j'ai le projet de partir en caravane pendant 2 ans. Pourquoi je le fais déjà? Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Est-ce que je le fais pour fuir quelque chose? Est-ce que je le fais pour faire quelque chose? Est-ce que je le fais? Quelles sont les lignes que j'ai envie de choisir par rapport à ce projet-là? C'est important de choisir des lignes en famille. De dire, ok, pour être aligné sur la même chose. Est-ce qu'on va se laisser porter par le vent? Est-ce qu'on planifie notre itinéraire? Est-ce qu'on a envie d'aller à la rencontre des gens? Est-ce qu'on a plutôt envie d'aller en nature? Quel est l'équilibre qu'on choisit par rapport à tout ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas à jour à chaque fois ces choses qu'on a, ces grandes lignes qu'on choisit. Mais ces grandes lignes qu'on choisit, ça nous aide à avoir comme une vision qu'on envoie dans l'univers. Et pour terminer sur une note positive, voici tous les conseils que nos familles nomades vous donnent si vous voulez sauter le cap et changer de vie pour opter pour une vie plus libre sur les routes. Donc, réalisez vos rêves et foncez. De toute façon, même si ça ne le fait pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Par contre, voilà. Oui, le sens inverse ne fonctionne pas. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, faut tenter. Voilà. Bah, juste de foncer. Que si c'est un rêve et si c'est quelque chose que vous voulez faire, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous partagez en couple ou en famille, faut foncer. Et personne va l'organiser pour vous et personne va le faire pour vous. Alors certes, ça va demander de l'organisation, ça va demander des prises de décision, des concessions, mais faut foncer. C'est la plus belle aventure qu'on ait menée depuis 9 ans qu'on est parents. C'est les 6 meilleurs mois qu'on ait menés d'un point de vue relation familiale. Rêve. Donc le mot de la fin pour nous, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas de limite à la vie qu'on peut créer et imaginer, même en tant que famille. Donc j'ai envie de dire respirer la puissance de la terre pour vivre pleinement votre vie et apporter de la magie au monde. J'espère que ce best-of vous a plu et qu'il vous a donné plein d'idées et un bel aperçu en fait de toutes les possibilités de vie nomade en famille. En tout cas, moi j'ai
tous adoré les enregistrer avec eux. C'est tous des familles incroyables. Alors si vous aussi vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux autour de vous pour faire parler du podcast et pouvoir le faire perdurer. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye.